Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Je vous pose la question, Benoît. Faut-il en prendre ou pas? C'est à voir. On s'interroge souvent sur leur utilité, surtout en cette période de fin d'hiver où la fatigue se fait sentir. Allo Docteur va essayer de vous éclairer aujourd'hui sur les vitamines et les oligo-éléments. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Pourtant, notre corps est incapable de les fabriquer. On recense 13 vitamines présentes essentiellement dans les fruits et les légumes ou synthétisées grâce à une exposition modérée, on le rappelle, au soleil, en ce qui concerne cette fameuse vitamine D. Quant aux oligo-éléments, ils proviennent principalement de l'eau et des produits d'origine animale. Je veux en citer quelques-uns que vous connaissez. Le fer, le zinc et bien sûr le magnésium. Alors nos modes de vie font que nous avons tendance à manger toujours plus d'aliments transformés, parfois moins riches en vitamines et en oligo-éléments, et ça n'est pas sans conséquence pour notre santé. Alors que mettre dans nos assiettes pour faire le plein de vitamines? Quand est-il nécessaire de se supplémenter en magnésium? Que valent les vitamines de synthèse vendues en pharmacie ou au supermarché? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Mathilde Touvier, qui est chercheure en épidémiologie de la nutrition à l'INSERM, Université Paris 13. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Jacques Fricker, médecin nutritionniste et co-auteur avec le professeur Luc Sinobert de ce livre, Tous sur les compléments alimentaires, les bons et les moins bons, c'est chez Odile de Jacob. Bonjour. Bonjour. Première question, on sort bientôt de l'hiver. Est-ce toujours utile de faire une cure de magnésium? Non, le magnésium n'est pas toujours utile au cours de l'hiver. Le magnésium peut être utile dans les cas de stress, lorsqu'on se sent un peu nerveux, lorsqu'on a éventuellement certains tremblements, un peu de spasmophilie. Je dis peut être parce qu'on n'a jamais vraiment démontré son utilité. Et là, comme pour d'autres compléments alimentaires, il faut s'observer. Si on est stressé, si on se sent nerveux, si on a facilement des tremblements ou des clignements de la paupière, par exemple, peut-être qu'une prise de magnésium peut améliorer. À ce moment-là, moi, je conseille à mes patients d'en prendre 3 semaines, 4 semaines, et puis de voir. Si ça va mieux, on continue. Si ça n'a pas d'effet, à ce moment-là, on arrête. Le magnésium est un type même de complément alimentaire qui n'est pas indispensable, qui peut être utile, mais pas chez tout le monde, et sans vraiment des démonstrations scientifiques. Mais ce n'est pas non plus un produit dangereux. Donc à ce moment-là, il y a un vrai marketing, il y a un vrai marché du magnésium. Vous voyez dans toutes les pharmacies, vous voyez des panneaux. Alors il y a un marché sur tous les compléments alimentaires, et je dirais à la fois heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que ça conduit à souvent des promesses indues. Et ce qu'il faut en tout cas bien rappeler, je pense que Mathilde sera d'accord, c'est que la base de la santé, la base de la bonne forme, ce n'est pas les compléments alimentaires, c'est une alimentation saine. Et équilibrée. Équilibrée, et c'est ça qui donnera vraiment les meilleurs atouts pour être en bonne santé et pour être en bonne forme. Les compléments alimentaires pouvant quelquefois, mais pas chez tout le monde, apporter un plus. Alors Mathilde... Qui n'a pas le choix de quoi? D'être d'accord. Elle est obligée d'être d'accord avec Jacques Fricker. On va lui demander. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Sur l'alimentation, je suis sûr que vous êtes d'accord. Mais sur le magnésium? Alors effectivement, le magnésium, ça fait partie des nutriments pour lesquels il peut y avoir ce qu'on appelle, nous, des inadéquations d'apport. C'est-à-dire qu'il y a quand même une large proportion en France de personnes qui ont des apports inférieurs à leurs besoins, environ 60-70%. Donc c'est pas rien. On le trouve où, juste là, entre parenthèses? Mais justement, c'est la bonne question. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir recours aux compléments alimentaires, il y en a du magnésium beaucoup dans les fruits secs et aussi dans tout ce qui va être les noix, les amandes, les noisettes. Et qui, par ailleurs, apportent tout un tas d'autres oligo-éléments et vitamines et qui sont très bénéfiques pour la santé. Plutôt que de succomber au marketing. Le réflexe, noix et fruits secs, beaucoup mieux que les compléments alimentaires. Ce qui va être d'ailleurs probablement votre discours pendant toute cette émission. C'est bien possible. Plutôt que d'aller dépenser de l'argent, on va y revenir bien sûr, mais plutôt que d'aller dépenser beaucoup d'argent pour acheter des compléments alimentaires, il y en a plein les pharmacies quand même, il vaut mieux savoir dans quels légumes, fruits on va les trouver. C'est beaucoup moins cher, c'est plus nourrissant et c'est plus agréable que de prendre un médicament. Et ça apporte en plus d'autres éléments protecteurs qu'il n'y a pas dans le complément alimentaire. La base, c'est vraiment l'alimentation. Est-ce que prendre des vitamines le soir peut t'empêcher de dormir? Alors, d'abord, il y a parfois certains compléments alimentaires riches en vitamines qui contiennent également du ginseng ou de la caféine, où là, bien sûr, ça va empêcher de dormir. Et puis pour certaines personnes, des fortes doses de vitamine C, semble-t-il, entre guillemets, empêchent de dormir. Donc c'est vrai qu'il est plus efficace, en général, préférable de les prendre le matin, notamment pour les polyvitamines, en sachant qu'il y a parfois également des inadéquations, des interactions entre, par exemple, le calcium et le fer, où on n'a pas intérêt à prendre les deux en même temps. Donc si vous avez besoin à la fois de calcium et du fer, il vaut mieux prendre l'un le matin et l'autre le soir. Mais sinon, en général, les prendre plutôt le matin. Alors justement, on parle du fer. Depuis une fausse couche, je suis très fatigué, on m'a prescrit du fer. Est-il nécessaire de faire une cure de vitamines en même temps demande Marie. On va rester sur le fer. Parce que c'est quelque chose qui est
peu connu, mais le fer, enfin peu connu par le public, le fer, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang, puisque c'est le principal constituant des globules rouges et de l'hémoglobine, le transporteur du fer. Parfois, on peut en manquer, et on dit que c'est très important aussi pour le cerveau, ce fer. Alors, est-ce qu'il faut le doser régulièrement? Et si on n'en a pas assez, est-ce qu'il faut en prendre? Le problème du manque de fer, effectivement, ça fait partie des carences possibles, notamment chez les femmes qui ont des règles très abondantes ou chez des personnes qui ont des anémies ponctuelles suite à une opération, suite à ce type de problème. Après, je pense qu'encore une fois, une alimentation équilibrée, le fer, on en a donc dans les viandes, mais qu'on recommande de limiter pour le cancer colorectal, etc. Et puis il y a de plus en plus de etc. végétariens, donc... Tout à fait, donc voilà, pas forcément que dans les viandes, il y en a aussi, là encore, dans les fruits secs. Il y en a dans les... Alors les épinards, c'est pas qu'une légende, ils sont moins riches que d'autres fruits et légumes, mais il y en a aussi dans les épinards, il y en a dans pas mal de fruits et légumes. Donc si on a une alimentation dans les lentilles aussi, tout à fait. Donc une alimentation équilibrée, là aussi, il n'y a pas besoin, sauf contexte médical particulier où le médecin diagnostiquerait, oui, une anémie. Sinon, on n'a pas besoin de l'anémie, c'est le manque d'hémoglobine dans le sang. L'acide folique, voilà un complément alimentaire qui est très particulier. L'acide folique est-il encore nécessaire pendant une grossesse et à quoi sert-il? Oui, l'acide folique est nécessaire avant la grossesse. L'acide folique, c'est la vitamine B9 qui intervient en fait au niveau de la formation de la colonne vertébrale. Et on s'est rendu compte que des carences en acide folique étaient assez fréquentes, enfin du moins des déficits, pas des grandes carences mais des déficits, étaient fréquentes chez tout le monde, et que les femmes supplémentées avant la conception avaient moins de risque de malformation pour leur bébé, donc le bébé avait moins de risque de malformation de la colonne vertébrale, ce qu'on appelle le spina bifida. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette formation de la colonne vertébrale, du tube neural, se fait dès les premières semaines. Donc si vous prenez la vitamine B9 alors que vous savez déjà que vous êtes enceinte, c'est trop tard. Parce qu'il y a déjà 3, 4, 5 semaines qui sont passées de grossesse. Donc dès qu'on arrête la contraception orale ou une autre contraception, dès qu'on a des rapports sexuels non protégés, à ce moment-là, oui, il est recommandé de prendre des petites doses de vitamine B9, en sachant qu'on la trouve également dans les légumes à feuilles foncées vertes, dans certaines salades, dans les épinards par exemple. Mais il a quand même été démontré pour la B9 qui avait un réel impact de réduction du risque de spina bifida. C'est important de le dire parce que en fait, les médecins trop peu souvent prescrivent la vitamine B9 quand la femme vient avec un désir de grossesse. Et nous, dans l'étude Nutrinet Santé, donc on a plus d'1 millier de femmes enceintes qu'on a interrogées. Malgré le fait qu'elles participent à cette étude sur la nutrition, elles sont sensibilisées, mais il y en avait moins de la moitié qui prenaient au bon moment leur vitamine B9 pour la grossesse. Et par rapport à d'autres pays, on est en retard ? Alors, aux États-Unis, par exemple, ils enrichissent toutes les farines en vitamine B9, en acide folique, de manière à justement ne pas avoir à se poser cette question pas les farines pour enfants, les farines générales. Le pain, tous les produits de pâtissification, la pâtisserie. Moi qui n'ai pas un désir d'enfant, si je prends de la farine pleine d'acide folique, ça me fait quoi? Alors, a priori rien si ça reste dans des doses mesurées. Si on en prend trop, ça risque de masquer une éventuelle déficience en vitamine B12, qui, là, entraînerait des troubles neurologiques. Donc, c'est comme souvent, point trop n'en faut. Ça tombe bien. C'est quoi? Moi, j'ai une carence en vitamine B12. Non, mais je prends de la farine française, moi, monsieur. Bon, d'accord. Je suis végétarienne. J'ai entendu dire que je pouvais avoir des carences en vitamine B12. Justement, faut-il que je me supplémente? Est-ce que c'est pareil? On peut trouver la vitamine B12 Si on est végétalienne, sûrement. Les végétaliens enlèvent tout produit d'origine animale, même les œufs et les produits laitiers. En revanche, si c'est uniquement la viande, si vous prenez par ailleurs du poisson, des œufs, des produits laitiers... Ce que font les végétariens. Les végétariens ne prennent pas de viande, voilà, mais ils prennent du poisson. Pas tous. Ou pas. Vous avez plusieurs sous-catégories de végétariens. Plusieurs sous-catégories. Donc il faudrait prendre au moins je dirais 2 de ces catégories, en œufs, produits laitiers et poissons, pour ne pas avoir de carence en B12. La B12, on la trouve surtout quand même dans le poisson et dans la viande. Également un peu dans les produits laitiers. Donc si on est végétalien, on se supplémente. Et il faut bien savoir que la spiruline n'apporte pas une vitamine B12 vraiment adéquate. Donc il faut prendre une vraie supplémentation en B12 quand on est végétalien. Et éventuellement faire un dosage sanguin quand on est végétarien pour voir si on en a besoin ou non. Et la vitamine B12, quand on n'en a pas assez, on a aussi une anémie. Ah oui, alors attention, parce que là on a une anémie, mais surtout on a des troubles neurologiques graves qui peuvent être irréversibles. L'anémie, on peut toujours, c'est corrigeable. Si vous avez une carence en fer, vous avez une anémie, vous prenez du fer, l'anémie disparaît. Les troubles neurologiques liés à la carence en B12, là, ça ne disparaît pas. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Et il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes filles adolescentes qui deviennent végétaliennes
veg, enfin il y a toute une mode. Et qui ne à ce contrôle moment-là, pas. il y a vraiment un risque de carence important en B12, en fer, en calcium. Alors, vous venez de nommer une microalgue très à la mode, la spiruline. Qu'est-ce qui a été démontré à propos de cette algue ? Elle sert à quelque chose ou pas ? Alors, il n'y a pas grand-chose qui a été démontré jusqu'à présent et qui est reconnu et autorisé notamment dans les messages santé par l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments. Donc, et plutôt, d'un point de vue complément alimentaire à base de spiruline, ils sont en ce moment dans le collimateur de l'ANSES, donc l'Agence française de sécurité des aliments, qui a répertorié, dans le cadre du dispositif Nutrivigilance, plusieurs cas d'effets indésirables de ces produits. Ils sont en train de rechercher l'imputabilité, est-ce que c'était vraiment lié au complément alimentaire ou pas ? Mais en tout cas, on recommande pour l'instant la prudence. Et il y a des contre-indications en dehors de ça, de surdosage, il y a des maladies qui... Pas que je sache, de contre-indications spiruline. Non, à ma connaissance, non, mais la vitamine B12 et la spiruline n'est pas opérationnelle. Donc elle peut c'est un faux ami en fait. D'accord. Elle donne l'impression qu'on n'est pas elle carencé alors qu'on l'est. Tout à fait. Est-ce qu'il est préférable de consommer les oranges entières ou pressées, voire les deux, demande France ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs réponses. Sur un plan comportement alimentaire et sur un plan régulation du poids et régulation de l'insuline ou du diabète, par exemple, de l'équilibre glycémique, il vaut mieux manger des aliments. Quand vous buvez un aliment, quand vous buvez un jus de fruits, en fait, il y a une assimilation qui est plus rapide. Du coup, vous allez avoir un pic de glycémie, de sucre plus rapide dans le sang. Et de ce fait, l'organisme fabrique de l'insuline, ce qui n'est pas très bon quand il y en a trop pour l'organisme, et vous allez être rassasié moins longtemps. Et on risque de faire une hypoglycémie, voilà, une baisse du sucre en fin de matinée. On va avoir faim et à nouveau, donc c'est pas très bon. À quoi c'est dû ça ? C'est bizarre. Il y a un jus issu d'un fruit. Si vous le buvez, ça vous fait ça. Et si vous mangez le fruit qui a le même jus, vous avez pas de en fait, parce que le rôle de l'estomac, c'est pas seulement les fibres. Le rôle de l'estomac, c'est de broyer l'aliment et de rendre le bol alimentaire liquide. Et après, l'estomac se vide et à ce moment-là, on digère. Et ça dure plusieurs heures. Si vous buvez un jus de fruits, l'estomac n'a plus de rôle à faire, du coup il se vide très vite et vous avez une assimilation très rapide avec donc ces à-coups qui sont moins favorables, notamment en cas de surpoids. Il faut laisser l'estomac faire le presse-agrumes. Voilà, il vaut mieux laisser l'estomac faire le presse-agrumes que de boire du jus. Sur un plan vitaminique, je pense que Mathilde pourra mieux répondre que moi s'il y a une différence entre les deux ou non. Non, sur le plan de la vitamine C, c'est équivalent. Mais c'est vraiment une histoire d'index glycémique, de satiété aussi. Parce qu'on va boire un jus de fruits, ça passe comme ça, on peut en boire des litres dans la journée. Alors que manger une orange, 200 grammes, ça va déjà caler. Et puis il y a ce que vous disiez, les fibres aussi, et tout le reste qui fait que c'est un aliment plus complet et c'est mieux que de boire ça. Je vais arrêter mon jus de pamplemousse tous les matins. Ben voilà, prenez un pamplemousse plutôt. Les vitamines vendues en pharmacie sont-elles d'aussi bonne qualité que les vitamines présentes dans les fruits et les légumes ? Alors évidemment, une alimentation équilibrée avec une portion de 5 fruits et légumes par jour doit normalement suffire à couvrir nos besoins en vitamines, Michel. Oui, en cas de carence en vitamine C. En cas de carence, il est tout de même possible de se procurer de la vitamine C en pharmacie. Le problème, c'est le choix. Nous avons donc demandé conseil à un pharmacien. Reportage Nikita Matras, Christian Gallet, Olivier Laporte. Vous allez les prendre dès aujourd'hui avec beaucoup d'eau, voire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, 2 litres aujourd'hui et demain. Dans les rayons de nos pharmacies, la star de l'hiver, c'est elle, la vitamine C. Il en existe de toutes les formes et pour tous les budgets, alors pas si simple de s'y repérer. Pourtant attention, ces vitamines n'ont pas forcément toutes le même effet. Il y a des vitamines C dites de synthèse, qui sont comme celle-ci, qui sont, on le trouve sous forme de comprimés à croquer ou de comprimés effervescents. Des vitamines C d'origine complètement naturelle, souvent à base de fruits, essentiellement l'acérola, parfois le cynorhodon. Donc là, on va se retrouver avec des vitamines C peut-être un peu moins concentrées en teneur de vitamine C, mais mieux assimilées car naturelles. Et vous avez aussi certains types de vitamine C avec des actions spécifiques pour les personnes qui ont l'estomac fragile et qui veulent éviter un produit trop acide, ou les vitamines C à action prolongée qui vont se diffuser sur plusieurs heures pour permettre une bonne assimilation et éviter les effets stimulants quand on fait une prise en fin de journée. Mais pourquoi acheter de la vitamine C alors qu'en théorie, une alimentation équilibrée devrait suffire à couvrir nos besoins ? On trouve de la vitamine C dans les fruits et dans certains légumes, mais il faut qu'ils soient de très bonne qualité et souvent nous n'en consommons pas assez pour avoir nos apports journaliers recommandés en vitamine C, sauf avoir une alimentation très équilibrée. C'est donc important quand on est un peu fatigué, quand on veut booster son système immunitaire, de prendre de façon quotidienne une petite quantité de vitamine C. Attention tout de même à ne pas trop en consommer. En plus d'être inutile, cela pourrait vous causer des maux d'estomac, des diarrhées et même des calculs rénaux.
Dans certains cas, la vitamine C est même contre-indiquée. Il faut être vigilant si on a des pathologies avec un excès de fer, comme par exemple la drépanocytose, ou si éventuellement on a un problème d'insuffisance rénale. Alors si vous voulez débuter une cure de vitamine C, surtout n'oubliez pas de demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Alors Mathilde, l'idée d'aller prendre des vitamines C en pharmacie, j'imagine que c'est pas trop votre truc. Bah non, alors déjà, c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où on ne sait pas du tout ce que va faire à long terme une prise quotidienne, comme le pharmacien le disait ici, de vitamine C. Il y a même des études sur plus de 35 000 femmes qui ont montré une augmentation de la mortalité avec une prise quotidienne de vitamine C. C'est pas encore prouvé, on ne sait pas trop, mais principe de précaution. Pourquoi faire cela quand on peut avoir ça dans l'alimentation? La vitamine C, c'est très simple. L'apport nutritionnel conseillé, c'est environ 110 mg par jour. Un kiwi, ça apporte déjà 90 mg de vitamine C. Une orange, à peu près 90-100 mg de vitamine C. C'est quand même très facile. Si on fait un petit effort là, sur les fruits et légumes, voilà, sans problème. Je prends tous les matins une ampoule de ginseng. Il faut faire attention au ginseng, parce que ça a des effets secondaires. Gelée royale et acérola dans un verre de jus d'orange. Est-ce que ça peut expliquer une prise de poids? Jus d'orange peut-être. Voilà, c'est plus jus d'orange que le reste, oui, qui va expliquer la prise de poids. Et ginseng, ça a des effets aphrodisiaques, comme on dit, ou pas? Il n'y a pas vraiment d'effet démontré. C'est vendu effectivement comme aphrodisiaque ou comme tonique. Il n'y a pas d'effet démontré. Et attention à ce type également de complément alimentaire qui est parfois contre-indiqué lorsqu'on prend des médicaments. Par exemple, il y a un grand nombre de compléments alimentaires qui augmentent l'effet anticoagulant des médicaments faits pour fluidifier le sang. Donc toujours en parler à son médecin avant. Juliette demande quelle est la quantité de vitamines à prendre par jour pour un enfant. C'est un petit peu vague, du coup. Un enfant, c'est comme pour l'adulte. Hein. Comment? Entre 1 et 20 ans. Entre 1 et 20 et toutes les vitamines. Donc, il y a ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés. Hein. Donc, à l'ANSES, vous avez sur le site, il y a toutes les doses de vitamines, de minéraux qu'on est censé prendre selon les âges et le sexe des personnes. Après, l'idée, c'est pas de raisonner comme ça. C'est plutôt de raisonner alimentation équilibrée. On ne mange pas des vitamines, on mange des fruits, des légumes, du poisson, des produits laitiers, etc. Et si on mange équilibré, on atteint les bonnes doses. On a tout ce qu'il faut. Le seul bémol, c'est éventuellement la vitamine D. On en parlera tout à l'heure. Sinon, on en parle tout de suite. Comment savoir si on manque de vitamine D? Alors là, c'est très à la mode, même si en médecine on fait attention. Mais la vitamine D joue un rôle déjà essentiel dans la fixation du calcium dans l'organisme. Notre corps est uniquement capable de la synthétiser à partir des rayons du soleil, ce qui rend les carences en vitamine D fréquentes en hiver. Et pour contrôler notre taux de vitamine D, un dosage sanguin peut être effectué. Nikita Matras, Christian Gallet, Olivier Laporte. C'est parti. Pour doser la quantité de vitamine D présente dans l'organisme, il est nécessaire de réaliser une prise de sang. Allez, à tout à l'heure. Les tubes sont envoyés au laboratoire afin d'être analysés. Première étape, la centrifugeuse. C'est bientôt fini, là? Oui. En moins de 15 minutes, le sang est séparé en différentes couches. Donc vous voyez, hein, vous avez ici les globules rouges, ici un gel qui sert à séparer les globules rouges du sérum qui est ici en jaune. C'est ce sérum qui va être utilisé pour quantifier le taux de vitamine D dans le sang. Je vais mettre la cartouche pour le dosage de la vitamine D. C'est une cartouche où il y a les anticorps nécessaires donc à la réaction. Hop là, je vais faire démarrer ma série. Ok. On va doser différents paramètres biologiques, dont la vitamine D, en se basant sur la réaction antigène-anticorps. C'est-à-dire qu'on a des anticorps qui sont spécifiques de la vitamine D, qui vont reconnaître cette vitamine D, la capter en quelque sorte. Et nous, on va mesurer la quantité d'anticorps qui a été captée. Voilà. Les résultats de ce dosage permettront de détecter d'éventuelles carences, mais aussi de faciliter le diagnostic de certaines maladies. Le but de ce dosage, c'est de s'intégrer dans un bilan biologique complet. Par exemple, dans le cadre d'une ostéoporose, est-ce que cette ostéoporose est primitive, c'est-à-dire c'est la ménopause, c'est le vieillissement, ou est-ce qu'il y a une maladie associée derrière ça? Il faut faire un bilan biologique pour détecter ces maladies, et le dosage de la vitamine D s'intègre dans ce bilan biologique. Ce dosage peut s'effectuer à l'hôpital ou en laboratoire, mais uniquement sur ordonnance d'un médecin. Des ampoules de vitamine D sont prescrites en cas de carence.
Je parlais de mode de la vitamine D. Il y a beaucoup de médecins qui ont prescrit des dosages de vitamine D, alors que pendant des années, personne n'en parlait. Oui, non, parce qu'il y a des études nouvelles qui montrent d'abord qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont en déficit et que ça intervient non seulement au niveau du squelette, mais également dans la prévention de certains cancers, notamment prostate, sein, intestin, dans la prévention de la sclérose en plaques. Alors, on n'est pas encore très sûr si le fait de supplémenter en vitamine D a réellement un impact bénéfique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter un déficit, en sachant que la vitamine D, on en a par le soleil, sur la peau, alors, mais également dans les pardon œufs. de vous interrompre, quand on s'expose au soleil, est-il vrai que le visage seul ne permet pas d'absorber suffisamment et qu'il faut aussi exposer ses bras? Non, le visage plus les mains, pendant à peu près une demi-heure, 1 heure, a déjà un impact important. D'accord. Ça peut déjà suffire. Mais également le jaune d'œuf, qui en contient, et les poissons gras, même en conserve, sardines, maquereaux, saumon, etc. Donc c'est quand même un apport possible. Mais c'est vrai qu'en hiver ou en automne, il y a peu de vitamines, il y a peu de soleil, donc on est souvent carencé. Et à ce moment-là, le fait d'en prendre est souvent bénéfique. Alors, le fait de faire ou non un dosage sanguin, d'abord, c'est n'est plus remboursé, sauf dans certains cas, comme la chirurgie de l'obésité, par exemple. C'est pas forcément indispensable. En général, si on prend 1 ou 2 ampoules par automne-hiver, ça peut aller. Puis le printemps arrive. Et après, le printemps arrive. C'est ça le plus important. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Demain, on parlera de la maladie de Parkinson dans Allo Docteur. Voilà, on vous retrouve demain à 13h40 avec Benoît. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Merci. Bon après-midi, à demain.